En venant de Tignes, on comprend directement que cette habitation privée est une ancienne ferme. Les anciennes étables, que l'on aperçoit en premier lieu, datent de la première moitié du XVIIIe siècle. Les petites ouvertures témoignent d'ailleurs d'une construction à une époque bien moins sécurisée qu'aujourd'hui. L'entrée dans le domaine se fait par un portail en calcaire dont les pieds droits chaînés sont précédés de chasseroues. Le logis actuel date environ de 1880. Le visiteur éventuel y verra côté jardin un petit parc et une belle fontaine. La façade côté cour de ferme est plus imposante, avec son double escalier en pierre bleue. À sa gauche, l'annexe est encore plus moderne. Aujourd'hui, la cour s'ouvre sur les campagnes, mais ce ne fut pas toujours le cas. Une grange à présent disparue fermait auparavant la cour. Nous la voyons sur la carte parcellaire de Pope du XIXe siècle. Quant au logis de l'époque, il se dressait à droite du portail, là où s'élève un double garage bâti avec les briques récupérées de cet ancien logis. Déjà fortement délabré en 1999, il dut en effet être démoli après un incendie. Cet ancien logis du XVIIe siècle était en briques et en calcaire, avec un toit en ardoise présentant plusieurs pentes. Si nous poursuivons la visite, nous trouvons, après le portail et les garages dont nous venons de parler, là où se situait l'ancien logis, les anciennes étables sous fenil de la fin du XVIIIe siècle. Deux portes rectangulaires en calcaire sont encadrées par des jours et surmontées de gerbières. La hauteur des mangeoires en pierre bleue est un indice des hôtes hébergés ici. Des chevaux. Le sol est d'ailleurs en partie pavé de pierre afin de résister aux coups de sabot. Après les anciennes étables, nous rencontrons dans l'angle l'ancienne porcherie, celle que nous voyons déjà en entrant dans le village depuis Tignes, présentant des cloisons basses à l'intérieur. Cette fois, les trois portes du début du XVIIIe siècle sont à linteaux échancrés. Deux d'entre elles sont surmontées d'une gerbière. Une ouverture moderne a été pratiquée entre la deuxième et la troisième porte. Viennent ensuite des étables pour les vaches et les anciennes écuries sous fenil du XIXe siècle, puis la vue sur la campagne, et enfin le nouveau logis, que nous vous avons déjà présenté. L'ensemble fut connu sous des noms dépendant des propriétaires du moment, comme la ferme d'Ambre ou la ferme Piron. On l'appelle aussi la ferme Saint-Jean, un nom qui nous replonge directement dans son histoire lointaine. Au plus tard, en 1147, Merdorp appartenait au chapitre de la collégiale de Saint-Jean-en-Île, à Liège. À l'époque, c'étaient les chanoines eux-mêmes qui géraient le domaine agricole de Merdorp. Plus tard, ce sont des moines, n'appartenant pas au chapitre de la collégiale de Saint-Jean-en-Île, qui exploitèrent le domaine, puis des laïcs, en échange d'une location en nature, c'est-à-dire d'une certaine quantité de grains. À la fin du XVIIe siècle, l'on construisit un nouveau logis. Ce nouveau logis est l'ancien logis que nous vous avons présenté, celui qui fut démoli et remplacé par des garages au XXIe siècle. La carte de Ferraris, du XVIIIe siècle, nous montre les bâtiments de la ferme appelée Cense Saint-Jean. Sur cette carte, le lecteur moderne pourra avoir du mal à s'y retrouver, car l'aspect du village était alors bien différent. La rue Longue-Vesse n'existait pas encore, des rues visibles sur la carte n'existent plus, et la rue Saint-Remy y est erronément dessinée trop longue. La ferme se situait alors près d'une rue aujourd'hui disparue. Sur la carte de Ferraris, elle est dessinée un peu trop bas. Par contre, sur des cartes de la première moitié du XIXe siècle, on remarque bien les bâtiments encarrés de la ferme au bon endroit. Lors de la création de la rue Longue-Vesse, on déplaça le portail près de celle-ci, ce qui était évidemment plus commode. On voit l'ensemble sur la carte du dépôt de la guerre du XIXe siècle. Finalement, cette ferme nous relie à l'histoire de tout le village.